Il n'était qu'un enfant promis au trône de Macédoine. Mais il est devenu l'homme dont le nom traverse les siècles. Comment le disciple d'Aristote s'est-il transformé en conquérant légendaire, maître de royaumes et de batailles inoubliables? Ce récit vous dévoile la jeunesse d'Alexandre et l'origine d'un destin hors du commun. Alexandre est né dans une période où les cités grecques connaissaient un renouveau politique et culturel important, marquant la fin d'un ancien mode de vie et le début d'une ère nouvelle. Issu de la lignée royale macédonienne, il est le fils de Philippe, roi de Macédoine, et d'Olympias, princesse d'Épire. Sa naissance, survenue environ 3600 ans avant notre époque, fut entourée de récits qui exaltent déjà son destin hors du commun. Ce cadre familial lui permit de bénéficier d'une éducation d'exception qui influença la construction de son caractère. Dès son plus jeune âge, il fut pris en charge par des précepteurs choisis par son père, mais c'est sous la tutelle du philosophe Aristote que son esprit se développa le plus intensément. Aristote, qui fut l'un des penseurs les plus éminents de l'Antiquité, enseigna à Alexandre non seulement la philosophie, mais aussi la politique, la science, la littérature et la médecine, offrant ainsi à son élève une formation complète. Cette instruction rigoureuse fut censée préparer le futur roi à régner sur un vaste empire, ce qui impliquait de comprendre les différentes cultures et les mécanismes du pouvoir. Alexandre reçut également une initiation à l'épopée d'Homère, dont les récits sur Achille et Hector nourrirent en lui une admiration pour les héros et une idée forte de l'honneur et du courage. Ces éléments culturels combinés avec une éducation scientifique construisirent la base de sa vision du monde. Les influences familiales furent également déterminantes. Philippe, bien que souvent décrit comme un dirigeant autoritaire, avait une ambition politique claire d'unifier les cités grecques sous sa royauté. Olympia, mère d'Alexandre, participait intensément à la construction mystique qui entourait la figure du futur conquérant. Elle affirmait que son fils était descendant des héros et même des dieux, ce qui créa chez Alexandre une certaine croyance en son propre destin exceptionnel. Ces dynamiques au sein même de la famille royale conditionnèrent son rapport à l'autorité et à la destinée, éléments structurants pour sa personnalité tout au long de sa vie. L'enfance du futur conquérant ne fut pas dépourvue d'événements marquants. Dès l'âge de 13 ans, il fut placé à la tête d'une troupe de cavalerie, ce qui lui permit d'expérimenter très tôt le commandement militaire. À cet âge, il montra des signes précoces d'un esprit stratégique hors du commun et d'un courage remarquable. Une anecdote célèbre rapporte qu'il dompta un cheval que personne d'autre ne pouvait maîtriser, nommé Bucéphale, démontrant ainsi un lien particulier avec ses montures et une faculté à comprendre le monde naturel. Cette anecdote illustre bien le mélange d'audace et de maîtrise qui caractérisa sa jeunesse. Sur le plan politique, le règne de Philippe préparait le terrain pour l'expansion macédonienne. La Macédoine, auparavant souvent marginalisée par les cités grecques, devint une force dominante grâce à des réformes militaires et à des alliances stratégiques. Alexandre, en grandissant dans cet environnement, comprit sans doute l'importance de la diplomatie autant que de la force brute. Il fut donc formé à un équilibre subtil entre ces deux pôles, ce qui lui permit de négocier avec des peuples très différents lors de ses futures campagnes. Le contexte politique de la Macédoine joua un rôle primordial dans sa capacité à réunir autour de lui de nombreux alliés. La culture grecque elle-même était en pleine effervescence. La diffusion des idées liées à la démocratie, à la science et à l'art influença profondément la société macédonienne. Alexandre fut ainsi exposé à des conceptions humanistes et rationnelles qui l'aidèrent à concevoir un empire fondé sur la diversité des peuples et le respect des coutumes locales. Cette ouverture était nouvelle pour un chef de guerre de son temps, souvent réduit à des conquêtes sanglantes. En ce sens, son éducation le dota d'une vision plus large que celle de ses contemporains, où se mêlait respect des différences et volonté d'unité politique. Il est aussi important de souligner que la mondialisation du savoir grâce à Aristote permit à Alexandre d'intégrer les connaissances des peuples qu'il allait conquérir.
ce qui rendit sa politique plus complexe que la simple domination par les armes. Son appétit pour le savoir et la curiosité intellectuelle l'amenèrent à s'intéresser aux langues, aux sciences naturelles et à la philosophie, ce qui conditionna sa manière de gouverner. Cette dimension intellectuelle distingue sa figure des autres conquérants de l'Antiquité et contribue à expliquer sa longue postérité dans la mémoire collective. La jeunesse d'Alexandre fut aussi marquée par des tensions familiales complexes. Le comportement de Philippe, souvent décrit comme instable et tyrannique, ainsi que les intrigues politiques dans la cour macédonienne, conditionnèrent une maturité précoce chez le jeune prince. Il apprit à naviguer dans un contexte de rivalité et de trahison, ce qui renforça sa capacité à anticiper les dangers et à prendre des décisions rapides. Cette expérience personnelle est fondamentale pour comprendre sa détermination tout au long de ses futures campagnes militaires. En résumé, cette période d'enfance et de jeunesse fut cruciale pour la formation d'une des figures les plus marquantes de l'histoire antique. L'alliance entre une éducation rigoureuse, une culture étendue, une formation militaire précoce et un environnement politique incertain contribua à façonner un homme capable de conquêtes sans précédent. Sa capacité à combiner intelligence politique, courage personnel et ouverture culturelle le plaça sur une trajectoire inhabituelle pour son époque. C'est ainsi que se prépara la longue marche d'Alexandre vers la gloire. Cette immersion dans son univers d'origine éclaire les prémices de ses futures victoires. Elle nous permet de comprendre comment un enfant issu d'une famille royale, sous la tutelle d'un des plus grands philosophes, put devenir un conquérant dont le nom traversa les siècles. Les éléments qui constituaient son éducation, ses relations familiales et le contexte géopolitique offrent une clé essentielle pour saisir le développement de son caractère unique. Cette compréhension prépare à découvrir ses premières campagnes militaires et la manière dont il put étendre son pouvoir bien au-delà des frontières macédoniennes, ouvrant la voie à une histoire qui marqua le monde antique d'une empreinte indélébile. L'accession au trône de Macédoine. Le jeune Alexandre bénéficia d'une éducation remarquable, prodiguée notamment par Aristote, qui lui inspira une vision du monde et un goût pour la philosophie et la science. Cette formation intellectuelle fut un socle important dans sa capacité à gouverner et à envisager des stratégies audacieuses. Il n'était pas seulement un guerrier en devenir, mais un homme capable d'appréhender les subtilités politiques avec rigueur. Cette préparation influença ses premières décisions en matière de politique intérieure et de diplomatie, lui permettant de s'affirmer rapidement face à ses conseillers et généraux. Un des premiers actes majeurs d'Alexandre fut de réaffirmer la loyauté de l'armée macédonienne, qui avait toujours été la clé du pouvoir dans cette région. Bien que certaines unités fussent réticentes à reconnaître un souverain aussi jeune, son charisme et son autorité naturelle contribuèrent à apaiser ces tensions. Il prit soin de respecter les traditions militaires tout en y introduisant ses propres innovations, cherchant à améliorer l'efficacité des troupes dans une perspective de conquête future. Par cette démarche, il s'assura un appui solide, indispensable face aux menaces de révolte. En parallèle, Alexandre dut faire face aux complots qui émanaient souvent des membres de l'entourage royal. La mort de Philippe avait laissé un vide que certains considéraient comme une opportunité pour accéder au pouvoir. La prudence et la rapidité d'action du nouveau roi lui permirent de déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation. Il sut s'entourer de fidèles, notamment des membres de la famille d'Aristote et de compagnons d'enfance, ce qui renforça la cohésion autour de sa personne. Ces alliances furent décisives pour maintenir une certaine stabilité dans un contexte où les ambitions rivalisaient. L'un des événements déterminants de cette phase fut également la gestion des cités grecques soumises à la Macédoine. Alexandre confirma la politique d'intégration déjà entamée par son père, visant à maintenir un équilibre délicat entre autonomie relative et contrôle centralisé. Cela lui permit de conserver la paix au sein de la Ligue de Corinthe, une coalition dont il prit bientôt la tête. Par cet engagement, il devint non seulement roi de Macédoine, mais aussi leader politique de plusieurs cités importantes, donnant ainsi une dimension plus large à son autorité.
La combinaison de tactiques militaires, de manœuvres politiques et d'une gestion diplomatique minutieuse caractérisa donc cette période cruciale. Elle posa les bases sur lesquelles Alexandre édifia son pouvoir. Sans négliger les considérations religieuses, il s'inscrivit dans la tradition des rois macédoniens, valorisant le culte des rats et des divinités gréco-macédoniennes, ce qui renforça son image auprès de ses sujets. Sa légitimité fut ainsi étayée par une dimension spirituelle renforcée, particulièrement importante dans l'Antiquité. En examinant les défis internes, on observe aussi que la jeunesse d'Alexandre lui conféra un avantage paradoxal. Sa détermination à se démarquer de la figure imposante de son père était manifeste. Il ne chercha pas à imiter Philippe, mais à dépasser son héritage. Cette ambition l'amena à prendre rapidement des décisions audacieuses, telles que la réorganisation des forces armées et le renforcement des alliances stratégiques. Sa vision ne se limitait plus à la Macédoine, mais s'étendait à l'ensemble du monde connu, annonçant ainsi ses futures expéditions. En outre, la mort prématurée de la reine Olympias, sa mère, fut un facteur qui influença sa montée en puissance. Leur relation complexe était connue, mais son soutien moral fut une constante dans ces années difficiles. La présence d'Olympias contribua à légitimer son règne et à maintenir une certaine unité familiale, laquelle se reflétait sur la scène politique. L'unité du royaume passait en partie par cette harmonie retrouvée au sein de la maison royale, essentielle pour faire face aux menaces extérieures et aux dissensions internes. Ainsi, le règne d'Alexandre commença dans un climat de vigilance et de consolidation. Chaque action, chaque décision reflétait la volonté de bâtir un royaume stable et puissant, capable de résister aux turbulences héritées du passé. Cette période ne fut pas exempte de tensions, mais elle permit d'établir les fondations de l'épopée qui allait suivre. Loin d'un simple héritier, Alexandre devint rapidement une figure de premier plan dans le monde antique. La compréhension de ses débuts permet de mieux appréhender les dimensions politiques, militaires et personnelles de son règne. Ce moment charnière, où il passa de l'adolescence à la maturité, fut décisif pour la suite. Il jeta les bases d'un empire qui allait bientôt s'étendre bien au-delà des frontières de la Macédoine, en démontrant une capacité à gérer avec prudence et assurance les complexités du pouvoir. Il convient de noter que les sources anciennes, bien que parfois sujettes à controverse, s'accordent sur la rapidité avec laquelle Alexandre sut dépasser ses rivaux internes. Les récits témoignent d'une habileté exceptionnelle dans l'art de gouverner et de mobiliser les forces politiques. Son charisme personnel, souvent évoqué dans les textes, contribua largement à cette réussite. Il sut allier la force, la raison et une diplomatie mesurée, ce qui lui permit d'unifier un royaume divisé. Par ailleurs, l'environnement géopolitique de la Macédoine à cette époque comportait de nombreux risques. Les cités grecques restaient méfiantes, tandis que les puissances voisines cherchaient à exploiter toute faiblesse éventuelle. La fragilité institutionnelle se manifestait par des luttes internes au sein de la noblesse, mais aussi par des pressions externes constantes, notamment de la part des Perses. Cette situation difficile accentua le besoin d'un leader capable de s'imposer rapidement. La réponse d'Alexandre fut à la hauteur de ses exigences. Il fit preuve d'une volonté inébranlable, accompagnée d'une prise de décision rapide et ferme. Cette combinaison lui permit d'écraser les foyers de rébellion avant qu'ils ne prennent de l'ampleur et d'établir une discipline stricte au sein de l'armée. Sa stratégie reposait sur un équilibre entre sévérité et reconnaissance, valorisant les soldats fidèles tout en sanctionnant les contestataires. Les réformes militaires, engagées dès le début de son règne, eurent également un impact durable. Elles renforcèrent la phalange macédonienne, rendant l'armée plus flexible et capable d'adapter ses tactiques aux différents terrains rencontrés. Cette innovation fut une réponse aux enseignements tirés des campagnes de son père, tout en intégrant les idées nouvelles qu'Alexandre souhaitait explorer. Ces préparatifs furent essentiels pour les conquêtes qui suivirent. Enfin, le cours de cette montée au pouvoir fut marqué par une capacité à associer les divers éléments de la société macédonienne
autour d'un projet commun. Qu'il s'agisse des élites, de l'armée ou des populations locales, Alexandre sut fédérer les intérêts en un ensemble cohérent. Cette construction politique solide fut la clé de sa réussite initiale et prépara le terrain pour ses ambitions futures. Cette phase inaugurale se conclut ainsi par un renforcement notable de l'État macédonien. L'héritage politique de Philippe trouva en Alexandre un continuateur déterminé, capable non seulement de préserver ce qui avait été acquis, mais aussi d'envisager des expansions sans précédent. Cette dynamique s'inscrivait dans une logique d'ambition portée par la personnalité exceptionnelle du roi. Progressivement, ce pouvoir stabilisé devint le tremplin pour l'entreprise militaire qui allait bouleverser le monde antique. La préparation mentale, politique et matérielle menée pendant ces années constitua le socle de l'expansion qui allait s'étendre vers l'Asie et au-delà. Ainsi, la consolidation de l'autorité sur la Macédoine ne fut pas une fin en soi, mais le commencement d'une aventure qui allait écrire l'histoire. Sans retard, Alexandre se mit en marche vers les cieux lointains, porté par une vision claire et une confiance acquise dans les premiers jours de son règne. Ce chemin, semé d'obstacles et d'opportunités, allait révéler le conquérant redouté par le monde entier. Dans la continuité de ses acquis, les chapitres suivants raconteront comment, à partir de cette assise solide, il entreprit ses célèbres campagnes à travers l'Empire perse et le sous-continent indien, forgeant une légende encore vivante aujourd'hui. La conquête de la Grèce. La soumission des cités grecques par Alexandre marque une étape cruciale dans la consolidation de son pouvoir, avant de s'engager dans les conquêtes asiatiques. Issu d'une lignée royale macédonienne, il hérite d'un royaume stratégiquement situé entre la Grèce continentale et les territoires barbares du Nord. Son éducation, soigneusement orchestrée par le philosophe Aristote, lui inculque non seulement un profond respect pour la culture hellénique, mais aussi une vision claire d'un empire unifié. À la mort de son père Philippe, il hérite d'une Macédoine puissante, mais encore fragilisée par les dissensions internes et les réticences des cités grecques autonomes. Les cités grecques, autrefois libres et souvent rivales, voient dans l'ascension d'Alexandre une menace à leur indépendance. Toutefois, la dynamique politique de l'époque rend leur résistance difficile. La Ligue de Corinthe, établie par Philippe, devient un instrument de contrôle pour préserver l'ordre au sein de la péninsule. Alexandre, conscient de l'importance de maintenir une façade d'unité, perpétue cette structure, en renforçant son autorité tout en maintenant une alliance formelle avec les cités. Ce dispositif épouse la mentalité grecque tout en facilitant la mobilisation des forces pour les campagnes futures. La résistance la plus notable provient des cités démocratiques, dont Athènes, qui perçoivent dans l'hégémonie macédonienne une perte de liberté politique. Alexandre, prudent, évite les confrontations directes prolongées, préférant négocier et user de la diplomatie pour apprivoiser ses adversaires. Toutefois, la réalité militaire impose son poids. L'armée macédonienne, disciplinée et expérimentée, domine les forces grecques souvent divisées. Les révoltes sont rapidement réprimées, souvent avec une sévérité mesurée, visant à prévenir la dissension sans provoquer une haine durable. La soumission des cités grecques représente un curieux paradoxe entre suppression des indépendances et maintien d'une identité culturelle partagée. Alexandre se présente non comme un conquérant brutal, mais plutôt comme un unificateur, héritier de la civilisation grecque qu'il entend propager au-delà des frontières traditionnelles. La création d'une ligue dirigée par lui-même officialise cette nouvelle donne politique. Elle vise à éviter les querelles intestines et à concentrer les ressources militaires et économiques dans une perspective offensive, orientée vers l'Asie. Le mécanisme de gouvernance adopté conserve des éléments des systèmes politiques des cités, ce qui constitue une concession stratégique. Alexandre instaure un commandement centralisé, mais il respecte certaines coutumes et institutions locales pour assurer la cohésion sociale. Ce compromis permet d'atténuer les tensions et de garantir une mobilisation efficace des troupes et des fonds. La loyauté des chefs locaux est ainsi assurée grâce à des postes de responsabilité, souvent combinés avec des récompenses matérielles, dans une logique de service à l'idéal commun.
Dans ce contexte, les traditions militaires macédoniennes jouent un rôle fondamental. L'infanterie lourde, composée des célèbres phalangistes, offre une puissance de feu et une résistance inégalée sur le champ de bataille. Alexandre tire parti de cette supériorité pour dissuader toute tentative de rébellion. L'élite de cette armée, formée dès l'enfance, témoigne de la discipline rigoureuse à laquelle Alexandre attache une importance capitale. Sa capacité à inspirer confiance et engagement fait de lui un leader respecté autant par ses soldats que par ses alliés. Les cités soumises offrent également des contributions importantes aux campagnes prochaines. Les navires athéniens, malgré la perte d'autonomie, intègrent la flotte macédonienne, augmentant considérablement sa puissance en mer Égée. Les ressources économiques de ces villes, riches de leur commerce et artisanat, alimentent la machine militaire. Cette unité économique et militaire sous la direction d'Alexandre forge les conditions d'une expédition ambitieuse contre l'Empire perse, considéré alors comme le principal obstacle à la domination mondiale. L'exemple d'Athènes illustre parfaitement ce mélange de résistance symbolique et de soumission pragmatique. Bien que privée de son ancienne souveraineté, elle conserve un rôle culturel et intellectuel essentiel dans le monde grec. Alexandre ne cherche pas à effacer cette spécificité, mais plutôt à l'intégrer dans une vision élargie, où la civilisation hellénique s'étend jusqu'aux confins de l'Asie. Cette approche contribue à légitimer son entreprise aux yeux des élites grecques, parfois réticentes, en proposant une mission commune plus grande que les rivalités locales. Les légendes sur la charismatique personnalité d'Alexandre prennent racine dans cette période de transformation. Sa capacité à agir à la fois en stratège impitoyable et en protecteur de la culture ancestrale impressionne ses contemporains. Nombreux sont ceux qui rapportent son charisme exceptionnel, sa faculté à fédérer des hommes de différentes origines autour d'un objectif commun. Cette aura contribue à minimiser les contestations et à renforcer la cohésion nécessaire face à l'immense défi que constitue la conquête de l'Orient. Les interrogations sur la nature exacte de l'autorité d'Alexandre restent au cœur des débats historiques. Il oscille entre modèles monarchiques et figures quasi divines, selon les contextes et les besoins de l'époque. La Ligue grecque sous son commandement revêt des aspects d'une confédération nouvelle, marquant la fin d'une ère de cité indépendante, pour inaugurer celle d'un empire universel. Cette transition, bien que fragile, s'inscrit dans un processus inéluctable de centralisation et d'expansion. En parallèle, les acteurs locaux jouent un rôle subtil dans cette recomposition. Les élites grecques, amenées à collaborer avec la puissance montante, adaptent leur position pour préserver leurs intérêts. Cette combinaison de forces militaires et de stratégies politiques témoigne d'un pragmatisme qui assure à Alexandre non seulement la victoire initiale, mais également la stabilité indispensable pour envisager la suite de ses ambitions. Ainsi, la préparation du départ vers l'Asie est aussi une période d'apaisement relatif et de consolidation des acquis. L'ensemble de ces événements prépare le terrain pour l'épopée qui suivra, marquée par la traversée de l'Hellespont et les batailles contre l'Empire perse. La péninsule grecque unifiée sous la direction d'Alexandre fournit non seulement des hommes et des armes, mais surtout une légitimité culturelle et politique sans précédent. Cette union inédite laisse derrière elle les âges des divisions pour ouvrir celui des conquêtes mondiales, incarnant l'équilibre entre tradition et innovation, entre pouvoir et culture. L'histoire de cette phase n'est pas seulement celle d'une domination militaire, mais aussi celle d'une transformation profonde du paysage politique grec. La démocratie en tant que système autonome recule face à l'impératif d'unification et d'expansion. Toutefois, ce recul s'accompagne d'une certaine adaptation aux exigences du nouveau pouvoir, permettant une coexistence paradoxale entre autoritarisme et héritage démocratique. Cette nuance est essentielle pour comprendre la nature singulière du régime macédonien dirigé par Alexandre. Les sources antiques mentionnent souvent les débats internes à cette période, entre partisans de la liberté traditionnelle et adeptes d'une politique unifiée. Alexandre opère avec une habileté remarquable, évitant une rupture brutale par une politique de compromis.
ce qui lui permet de réduire progressivement les résistances tout en consolidant son autorité. Cette méthode pacifique contrastait avec l'image brutale que certains rechignent à lui attribuer. En réalité, il privilégie une assimilation douce pour garantir la pérennité du projet. Ainsi, la Ligue grecque sous Alexandre se présente comme une entité politique originale, mêlant des éléments anciens et nouveaux dans un but précis. Elle incarne une étape décisive dans l'histoire du monde grec, annonçant un futur dominé par l'idée d'empire et d'expansion territoriale. Ce changement de paradigme ouvre la voie à la grande aventure asiatique, dont les répercussions se font sentir bien au-delà de la Grèce même, jusqu'aux confins de l'Orient. Cette période de transition nous dévoile également le portrait d'un souverain capable d'allier pragmatisme et vision à long terme. Alexandre, tout en gouvernant avec fermeté, sait reconnaître l'importance des compromis et de la diplomatie. Ce double aspect explique en partie la solidité de son pouvoir sur un territoire aussi complexe que la Grèce, où les rivalités historiques et les identités locales étaient profondément ancrées. Son action prépare le terrain à une expansion sans précédent de la civilisation hellénique. En conclusion, la soumission des cités grecques sous la direction d'Alexandre constitue une phase essentielle de son règne, marquant la fin des résistances autonomes et la formation d'un bloc uni capable d'affronter les défis à venir. Cette unité politique et militaire constitue la base solide sur laquelle reposent les conquêtes en Perse et au-delà. Le passage de la Grèce d'un ensemble fragmenté à une confédération unifiée témoigne de la capacité d'Alexandre à transformer le système politique régional tout en préservant l'identité culturelle qu'il entend diffuser à travers tout son empire. L'histoire n'est pas exempte de controverses et de débats, notamment concernant la nature exacte du régime instauré par Alexandre, mais elle demeure un témoignage fascinant de la manière dont un leader peut remodeler son environnement avec intelligence et fermeté. Le rêve d'un empire mondial, fondé sur la puissance militaire et l'héritage culturel grec, trouve ses racines dans cette phase préparatoire. Les prochaines étapes, déjà en gestation, conduiront à une épopée qui dépasse de loin les simples ambitions territoriales. Cette évolution prépare le spectre d'un bouleversement majeur qui s'annonce avec le franchissement imminent des frontières de l'Orient. La péninsule grecque unifiée sous une seule bannière représente la force nécessaire pour entamer ce voyage extraordinaire. La poursuite de cette histoire nous mènera au-delà des mers et des montagnes, vers des terres lointaines où se cristalliseront les légendes et les mystères d'Alexandre, le conquérant que le monde craignait et admirait à la fois. Le début de la campagne asiatique. Le franchissement de l'Hellespont représente un moment crucial dans la campagne asiatique d'Alexandre. Cette étape, souvent perçue comme le point de non-retour, symbolise la transition entre la Grèce et l'Empire perse. Alexandre, ayant rassemblé une armée polyglotte composée de Macédoniens, de Grecs et de contingents alliés, fait construire une flotte capable d'assurer la traversée du détroit. Ce passage, aux confins de l'Europe et de l'Asie, était stratégique autant sur le plan symbolique que militaire. L'organisation logistique de cette opération était d'une complexité remarquable. L'exigence de transporter non seulement des soldats, mais aussi des chevaux, des vivres et des équipements spécialisés nécessitait une coordination méticuleuse. Les ingénieurs macédoniens mirent en œuvre des ponts flottants qui permirent à la totalité des forces d'assurer un passage fluide, même face aux conditions météo parfois capricieuses. Cette capacité technique soulignait le rigorisme et la discipline qui régnaient au sein de l'armée d'Alexandre. Peu après avoir traversé l'Hellespont, les premières confrontations avec les troupes perses se précisèrent. La bataille du Granique fut la première grande épreuve où l'armée macédonienne démontra une supériorité tactique remarquable. Alexandre choisit de frapper rapidement, exploitant le terrain et réduisant l'exposition de ses troupes à des risques inutiles. Leur discipline et leur cohésion permirent de contrer efficacement les archers et les troupes à cheval perses. La décision d'engager cette bataille dès les premiers jours témoignait du désir d'Alexandre d'imposer son autorité avec détermination. En dépit de l'intensité des combats,
L'usage de formations serrées et mobiles, comme la phalange, assura à l'armée une capacité défensive et offensive équilibrée. La victoire au Granique marqua le début des avancées régulières dans les territoires contrôlés par les Perses, consolidant la réputation d'Alexandre comme chef militaire d'exception. Sur le plan humain, cette campagne exigeait également une gestion du moral des troupes. Alexandre, conscient des longs mois à venir dans des terres étrangères, s'attacha à maintenir une discipline stricte tout en favorisant un esprit de corps fort. La distribution équitable des ressources, la rotation des unités dans des secteurs moins périlleux, ainsi que la célébration de petites victoires participaient à cet équilibre délicat, indispensable à la cohésion. L'un des aspects qui caractérisa cette phase initiale fut l'intégration progressive des nouveaux territoires conquis. Plutôt que de simplement imposer sa domination, Alexandre chercha à associer les populations locales par des alliances et une relative autonomie. Cette politique permettait de diminuer la résistance et d'obtenir rapidement des ressources essentielles pour poursuivre l'expédition. Elle reflétait une approche pragmatique et visionnaire, moins attentive aux idéaux de conquête pure qu'à la stabilisation des régions soumises. Les alliances nouées avec certaines cités grecques et États asiatiques jouèrent un rôle stratégique. Par exemple, le soutien des cités ioniennes permit à Alexandre d'assurer un approvisionnement marin sûr et de disposer de bases solides pour ses flottes. De plus, la coopération avec des gouverneurs perses réconciliés réduisit la nécessité d'une occupation militaire expansive, allégeant les effectifs engagés dans la conquête directe. En termes de stratégie militaire, cette phase vit l'expérimentation de nouvelles tactiques adaptées aux particularités du théâtre d'opération asiatique. Les conditions géographiques, notamment les vastes plaines et cours d'eau, contraignaient à des adaptations constantes. Alexandre démontra ainsi une capacité d'innovation remarquable en combinant les forces légères avec ses unités plus lourdes, ce qui lui permit de s'adapter aussi bien aux combats en terrain ouvert qu'aux embuscades. De plus, la reconnaissance et l'espionnage prirent une importance accrue dans la préparation des batailles. Des éclaireurs furent envoyés pour cartographier les positions ennemies et analyser les possibilités de mouvement. Cette collecte d'informations permit d'éviter des confrontations désavantageuses et d'anticiper les contre-attaques. Ainsi, la victoire ne reposait pas uniquement sur la force brute, mais sur une supériorité tactique soigneusement construite. Il est également significatif de noter que la logistique ne se limita pas à la fourniture d'équipements et de nourriture. Le soin apporté aux soins médicaux des blessés, la formation continue des soldats et la gestion du camp en matière d'hygiène démontraient une approche globale et précautionneuse. Ces éléments contribuaient à maintenir la capacité opérationnelle sur le long terme, indispensable pour une campagne dont l'issue était loin d'être certaine. Les résultats de ces premiers affrontements renforcèrent la crédibilité d'Alexandre, non seulement auprès de ses propres troupes, mais également face aux adversaires. Son image de chef capable de combiner courage, compétence et innovation numérique circula rapidement, inspirant respect et parfois crainte. La notion d'un conquérant doté d'une intelligence stratégique supérieure prit forme à mesure que les victoires s'enchaînaient. Cependant, malgré cette dynamique positive, la préparation de la suite de la campagne était déjà à l'œuvre. Alexandre réfléchissait à la sécurisation des lignes d'approvisionnement et à la gestion des territoires nouvellement acquis. Il évaluait aussi les menaces potentielles, notamment celles venant de l'intérieur des territoires perses, où des factions pouvaient rester hostiles malgré l'avancée macédonienne. Cette prudence stratégique illustre la complexité politique de la conquête. En somme, le franchissement de l'Hellespont et les premières batailles contre l'Empire perse ne furent pas seulement des démonstrations de force. Elles témoignaient d'un ensemble cohérent où le plan militaire s'accompagnait d'une organisation humaine, politique et logistique poussée. Ces éléments conjugués apportèrent à Alexandre la capacité de poursuivre sa marche vers l'Est avec confiance et ressources suffisantes. Ainsi, à l'issue de ces événements, la campagne asiatique d'Alexandre prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus une simple expédition militaire,
mais un projet d'une ampleur unique mêlant conquête et gouvernance, innovation et tradition. Cette période établit les fondements des succès ultérieurs dans des territoires toujours plus vastes, où les défis ne seront pas seulement militaires, mais aussi culturels et administratifs. Cette phase ouvre donc la voie aux grandes batailles qui suivront, notamment à la confrontation avec l'armée perse dirigée par Darius, ainsi qu'à la progression vers les terres de l'Inde. Les enseignements tirés de ces premiers succès permettront d'adapter les tactiques et la gestion des forces pour affronter des réalités diverses et souvent imprévisibles. La patience et la rigueur restent au cœur de cette entreprise. La campagne asiatique d'Alexandre se présente ainsi comme un modèle de planification cumulée, où chaque détail compte et chaque décision a une portée stratégique. La traversée de l'Hellespont symbolise le passage du temps, où les ambitions macédoniennes prennent forme, nourries par une organisation méthodique et un esprit de conquête rationnelle. Ce moment constitue une pierre angulaire dans la quête d'un empire universel. En regardant ces événements à travers le prisme de l'histoire, il apparaît clairement que la réussite d'Alexandre tient autant dans son charisme que dans son sens pratique. La combinaison de qualités humaines, de formation militaire rigoureuse et d'une avant-garde logistique rendit possible cette traversée et ses conséquences. Ces éléments expliquent en partie pourquoi ce conquérant reste une figure centrale des récits historiques. Les récits antiques évoquent souvent l'audace d'Alexandre, son goût pour l'innovation et son habileté à inspirer ses troupes. Ces sources mettent également en lumière les défis qu'il dut surmonter, qu'ils soient liés aux distances, aux cultures rencontrées ou aux résistances locales. L'équilibre entre pragmatisme et ambition reste un trait marquant de cette période qui précède la conquête totale. Enfin, cette transition ouvre le champ à l'analyse des évolutions militaires et politiques qui s'installeront tout au long de la campagne. La progression vers l'Asie profonde impose une réflexion constante sur les moyens et les objectifs. Ce pragmatisme stratégique est visible dans la manière dont Alexandre continue à adapter ses plans, préparant ainsi le terrain pour les développements passionnants qui suivront dans son parcours. La bataille d'Issos est la prise de ville clé. La bataille d'Issos marque un moment déterminant dans la campagne d'Alexandre dans l'Empire perse. Confronté à Darius III, roi de Perse, Alexandre doit faire face à une armée bien supérieure en nombre, mais il est habilement préparé à ce défi. Le théâtre de cette bataille se situe non loin de la côte méditerranéenne, dans une région étroite où les forces perses ne peuvent déployer pleinement leur supériorité numérique. Cette configuration géographique joue un rôle crucial dans la stratégie d'Alexandre, qui parvient à concentrer ses forces et à exploiter le terrain en sa faveur. Lors de l'affrontement, Alexandre déploie sa célèbre formation en phalange et dirige personnellement la charge de la cavalerie de droite. Sa présence inspire ses troupes, qui combattent avec une discipline remarquable. Darius III, voyant la cavalerie macédonienne percer ses lignes, choisit de fuir le champ de bataille, abandonnant ainsi son armée. Cette retraite précipitée entraîne la désorganisation complète des troupes perses, ce qui permet à Alexandre de remporter une victoire décisive après plusieurs heures d'engagement. Cette victoire lui ouvre la porte de l'Empire perse et établit sa réputation de stratège et de général redoutable. Après la victoire d'Issos, Alexandre se tourne vers la conquête des villes clés du littoral levantin. Parmi elles, Tyr, une cité fortifiée insulaire, représente un obstacle majeur. La cité dispose d'une muraille massive surplombant la mer et une flotte puissante. Le siège de Tyr dure plusieurs mois car la ville résiste à toutes les tentatives d'assaut direct. Alexandre fait preuve d'ingéniosité en ordonnant la construction d'un immense pont de siège reliant la terre ferme à l'île. Cette œuvre d'ingénierie militaire, combinée à des attaques constantes sur les murs, finit par briser la résistance des défenseurs. La chute de Tyr marque un tournant dans le contrôle du littoral méditerranéen et ouvre la voie à la prise de Gaza. Située plus au sud, Gaza est une autre forteresse bien défendue. Son siège est également long et difficile, nécessitant une coordination serrée entre l'infanterie et l'artillerie pour affaiblir les murs.
Bien que ses habitants défendent farouchement la ville, Alexandre finit par imposer un siège efficace qui mène à la reddition de la cité. Ce succès témoigne de la persévérance et de la capacité d'adaptation des forces macédoniennes face à des bastions apparemment imprenables. La prise de ces villes clés est essentielle à la progression territoriale d'Alexandre. Elles assurent non seulement un contrôle stratégique des voies maritimes, mais aussi un point d'appui pour la logistique des campagnes à venir. Par ailleurs, ces victoires renforcent le prestige d'Alexandre auprès des populations locales et des éléments de son armée, ce qui facilite l'intégration des territoires conquis. La campagne prend ainsi un tournant qui dépasse la simple conquête militaire. Elle crée un réseau d'influence s'étendant au cœur même de l'Empire perse. L'aura d'Alexandre grandit parallèlement à ses succès. La légende de son charisme et de ses talents militaires s'enrichit de récits historiques et de traditions populaires. On rapporte son courage exceptionnel sur le champ de bataille, son aptitude à motiver ses hommes malgré les difficultés, ainsi que sa capacité à anticiper les mouvements de ses ennemis. Ces qualités contribuent à forger une image durable de leader charismatique, dont le nom restera associé à un empire éphémère mais puissant. Sa figure continue d'inspirer et de fasciner bien au-delà des limites de son époque. Toutefois, cette conquête rapide entraîne également des défis importants. L'administration des territoires conquis demande à Alexandre de s'adapter à des cultures différentes, à intégrer les élites locales et à maintenir la discipline au sein d'une armée composée de diverses nationalités. Sa politique d'assimilation culturelle, notamment par l'adoption de coutumes perses, suscite parfois des résistances parmi les soldats macédoniens. Ces tensions soulignent la complexité de maintenir un empire étendu sans précédent, où les différences culturelles et sociales ne cessent de se confronter. Une autre dimension de cette période est la progression vers l'Orient, notamment vers l'Inde. Après avoir pacifié la région levantine, Alexandre engage ses troupes dans une nouvelle phase d'expansion vers des territoires encore inconnus pour eux. Cette étape est connue pour les difficultés géographiques et les combats contre des royaumes locaux bien établis. Elle illustre la volonté d'Alexandre non seulement de conquérir, mais de poursuivre l'exploration et l'expansion au-delà de frontières traditionnelles. Ce choix marque l'apogée de ses ambitions ainsi qu'un défi logistique et humain sans précédent. La mort mystérieuse d'Alexandre reste un sujet d'étonnement et d'interrogation. Elle survient à Babylone, alors que son empire est à son apogée, dans des circonstances toujours débattues par les historiens. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Maladie, empoisonnement ou complications de blessures anciennes. Quel que soit le fait réel, sa disparition prématurée engendre une crise politique majeure et la division de son empire entre ses généraux. Cette fin abrupte laisse un héritage complexe, mêlé de réalisations impressionnantes et d'incertitudes historiques. Les éléments évoqués jusqu'à présent permettent de comprendre le parcours exceptionnel d'Alexandre depuis la jeunesse, marqué par une éducation soignée et une préparation militaire rigoureuse, jusqu'à la conquête du cœur de l'Empire perse. Les batailles et les sièges qu'il mène témoignent d'une stratégie bien pensée, qui combine audace et adaptation. La prise de villes clés comme Tyr et Gaza illustre sa capacité à surmonter les obstacles avec patience et ingéniosité, consolidant ainsi un empire vaste et diversifié. Dans la continuité de cette conquête, l'expansion vers l'Inde ouvre un nouveau chapitre dans la vie d'Alexandre. Cette étape sera marquée par des rencontres avec des cultures étrangères, des combats contre des rois indiens, ainsi que des difficultés liées à la géographie et à la logistique. Ces événements annoncent une évolution dans la nature même de son empire, qui s'étend désormais bien au-delà des zones familières des civilisations méditerranéennes et moyen-orientales. Ce sera une période où l'héritage d'Alexandre se complexifiera encore davantage. Ainsi, la bataille d'Issos et la prise des villes importantes du Levant constituent un point clé dans le récit d'Alexandre le Grand. Ces succès démontrent son génie militaire, sa capacité à mobiliser des forces disparates et à établir un contrôle solide sur des territoires stratégiques. Il prépare le terrain pour les aventures ultérieures, notamment le périple vers l'Inde,
et pose les bases d'une domination qui, bien que temporaire, a profondément marqué l'histoire de l'Antiquité. La suite de ce parcours continue de révéler la richesse et la complexité de ses conquêtes. La conquête de l'Égypte et la fondation d'Alexandrie. Alexandre le Grand, après avoir consolidé sa domination sur la Grèce, tourna son attention vers l'Égypte, une région au carrefour des civilisations, riche en ressources et en histoire. Son approche envers ce territoire ne fut pas celle d'un conquérant brutal, mais bien d'un libérateur aux yeux des Égyptiens qui avaient longtemps souffert sous le joug perse. Le passage d'Alexandre en Égypte se distingua par une réception presque pacifique, marquant une étape importante dans son projet d'unification des peuples sous son empire. L'Égypte, sous domination perse, connaissait des tensions internes et un sentiment de révolte latent. Par sa simple arrivée, Alexandre suscita chez les habitants l'espoir d'un changement de régime empreint de respect pour leurs traditions et leur religion. Il fut accueilli avec respect, sans affrontement majeur, ce qui contraste avec les campagnes précédentes souvent marquées par la violence. Son entrée à Memphis, ancienne capitale et centre religieux, fut symbolique de cette volonté d'intégration et de reconnaissance des coutumes locales. Le choix d'Alexandre de fonder une ville nouvelle sur la côte méditerranéenne autour de l'an 432, avant notre ère, attesta de son ambition de créer un centre culturel et administratif à la croisée des mondes grecs et égyptiens. Alexandrie, nommée en son honneur, fut conçue pour devenir un phare de la civilisation hellénistique, mêlant architecture grecque et influences égyptiennes. Cette cité portuaire ne tarda pas à devenir un point stratégique majeur, facilitant le commerce, le rayonnement politique ainsi que les échanges intellectuels. La fondation d'Alexandrie marque un moment clé dans l'histoire de l'Égypte antique et de l'Empire macédonien. Cette implantation durable renforça la présence grecque en Afrique du Nord et fut un exemple concret de la vision d'Alexandre, qui ne se limitait pas à la conquête militaire, mais se traduisait également par la fusion des cultures. La ville devint rapidement un centre académique renommé, accueillant philosophes, scientifiques et artistes venus de divers horizons, participant à la diffusion et au mélange des savoirs. Les légendes autour d'Alexandre en Égypte se mêlèrent à la réalité historique, notamment son passage au temple de l'oracle à Siwa, où il fut proclamé fils de Zeus Ammon, conférant une dimension divine à son règne. Ce mythe contribua à alimenter son aura et sa légitimité, renforçant l'image d'un souverain choisi par les dieux pour réaliser une destinée exceptionnelle. Cette dimension sacrée eut aussi une portée politique, renforçant son autorité face au peuple conquis. Le séjour d'Alexandre en Égypte se distingua par une politique pragmatique vis-à-vis des élites locales, s'appuyant sur elles pour administrer le pays, tout en maintenant une garnison militaire. Cette coexistence marqua une étape dans la gestion des territoires lointains de son empire. En conjuguant respect des traditions et introduction d'éléments grecs, Alexandre posa les bases d'un équilibre délicat entre domination et assimilation culturelle. L'importance stratégique d'Alexandrie, pionnière dans le développement urbain et le commerce, permit aussi d'ancrer durablement l'héritage hellénistique en Afrique. La ville fut un moteur économique, tirant parti de sa position géographique pour l'exportation de céréales, d'encens et d'autres marchandises vers tout le bassin méditerranéen. Cette prospérité commerciale contribua à la stabilité et à la pérennité de cette nouvelle province au sein de l'Empire. En outre, la fondation d'Alexandrie symbolisa une vision nouvelle de la domination impériale, moins fondée sur la simple force militaire que sur des dynamiques culturelles et urbaines. Alexandre apparut ainsi comme un bâtisseur, soucieux de créer des liens durables entre les peuples, au-delà des conquêtes. Cette approche annonçait une nouvelle ère, marquée par le syncrétisme et l'ouverture des sociétés sur des échanges multiprogrammés. L'étape égyptienne dans la conquête d'Alexandre ne fut donc pas une simple étape logistique, mais un moment de transition crucial, marquant la consolidation d'un empire tourné vers la diversité culturelle. Le projet d'Alexandre, souvent réduit à ses exploits guerriers, contient également cet aspect de construction et de diplomatie.
qui explique la longévité relative de son héritage dans ces régions. Cette période introduisit aussi la complexité des relations entre conquérants et peuples conquis, où la légitimité du pouvoir reposait autant sur le respect des traditions locales que sur la capacité à innover institutionnellement. Alexandre sut naviguer habilement ces enjeux diplomatiques, renforçant son image de souverain universel, capable d'intégrer différentes civilisations sous une même autorité. Ainsi, la conquête et l'intégration de l'Égypte illustrent bien l'équilibre délicat recherché par Alexandre entre pouvoir, culture et légitimité, annonçant les défis qui allaient émerger dans les territoires orientaux. La fondation d'Alexandrie, bien plus qu'une ville, fut un symbole de cette ambition, mêlant héritage et attentes nouvelles. Cette période introductive à la culture égyptienne permit par ailleurs à Alexandre de préparer ses campagnes futures vers les terres orientales. Fort de l'appui local et de la richesse économique que lui assurait cette région stratégique. L'élan donné par cette phase renforça son armée et son appareil administratif, nécessaires à l'expansion sur le bassin perse, puis au-delà, vers l'Inde. Les témoignages historiques insistent sur l'importance de la personnalité d'Alexandre, perçu comme charismatique et visionnaire, capable de s'adapter à des environnements diversifiés tout en imposant un ordre fondé sur l'efficacité et la reconnaissance symbolique. Ce portrait, malgré son caractère lisse, reflète les qualités qui lui permirent de gérer une conquête à l'échelle sans précédent. Enfin, bien que la mort d'Alexandre reste entourée de mystères et qu'elle ait suscité de nombreuses spéculations, le passage par l'Égypte demeure une phase stable où l'influence du conquérant fut pleinement tangible. Cette étape précéda ses ambitions vers des territoires plus lointains, préparant le terrain pour une extension encore plus vaste de son empire. À la lumière de cet épisode, l'image d'Alexandre apparaît donc à la fois celle d'un guerrier audacieux et d'un stratège politique, bâtisseur d'un empire où se croisaient les civilisations. Cette combinaison fut un facteur crucial de son succès et inspira durablement les générations suivantes, entre mythe et réalité historique, dans la construction d'un héritage mondial. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la prochaine phase de son parcours, tournée vers les confrontations en Asie centrale et la quête d'unification de l'Orient sous sa bannière. La victoire à Gaugamel et la chute de Babylone. La bataille de Gaugamel représente un moment crucial dans l'ascension d'Alexandre le Grand vers la maîtrise complète de l'immense empire perse. Après plusieurs campagnes victorieuses, Alexandre parvint à rassembler ses forces face à Darius III, le roi perse, dans une plaine vaste et ouverte, propice aux manœuvres tactiques qu'il affectionnait. Ce combat allait déterminer non seulement la survie de la dynastie achéménide, mais aussi l'issue de la conquête du Moyen-Orient par les armées macédoniennes. À l'aube, le camp d'Alexandre se mit en mouvement avec une discipline exemplaire. Sa stratégie reposait sur la mobilité, la précision et l'exploitation de la supériorité de ses unités d'élite. Autour de lui, ses compagnons d'armes, parfaitement entraînés, attendèrent ses ordres sans le moindre signe d'hésitation. L'armée perse en nombre nettement supérieur, forte de chariots lourds et de cavalerie nombreuse, semblait prête à submerger les Macédoniens. Pourtant, Alexandre comptait sur l'ingéniosité de ses tactiques pour renverser le rapport de force. Le déploiement des troupes macédoniennes fut exécuté avec une coordination qui témoigne d'une préparation méticuleuse. La phalange, colonne renforcée d'hoplites, formait un mur presque impénétrable. Par la droite, la cavalerie légère menaçait le flanc perse, tandis qu'au centre, la garde personnelle d'Alexandre promettait une attaque décisive. Darius, conscient du péril, tenta de multiplier ses assauts, mais ses forces commençaient à faiblir face à la cohésion macédonienne. Le point tournant du combat survint lorsque le général macédonien dirigea une charge surprise, exploitant les faiblesses découvertes dans les lignes perses après plusieurs heures d'échange. Les troupes perses, malgré leur nombre, commencèrent à céder du terrain sous les coups répétés. Darius, voyant son armée se défaire, choisit la fuite, un geste qui marqua la fin de son autorité et la perte de confiance de ses alliés.
Cet événement fut capital pour affermir la position d'Alexandre comme souverain incontestable de ces territoires. La prise de Babylone, peu après la bataille, symbolisa l'effondrement effectif de l'Empire perse. Cette cité, riche de son histoire et de sa culture millénaire, s'ouvrit sans résistance importante à Alexandre, qui fut accueilli comme un libérateur par une partie de la population. La ville devint un centre stratégique, offrant à l'armée macédonienne un point d'appui essentiel pour poursuivre la conquête vers l'Est. La maîtrise de Babylone permit aussi à Alexandre d'assimiler des éléments des traditions locales dans son gouvernement. L'exploit à Gaugamel et la chute subséquente de Babylone marquèrent un tournant décisif pour l'expansion des territoires sous domination macédonienne. Alexandre, profitant de la renommée acquise, poursuivit immédiatement ses campagnes dans les régions orientales, renforçant son contrôle et intégrant diverses cultures à son empire. Son talent à gérer les territoires conquis résidait non seulement dans la force militaire, mais aussi dans une politique habile d'administration et d'incorporation des élites locales. Le personnage de Darius III, souvent dépeint comme l'antagoniste dans les récits historiques, garde une complexité notable. Sa fuite à Gaugamel souligna une faiblesse stratégique, mais aussi un destin tragique lié à la chute d'un empire. Les sources antiques mentionnent parfois la tentative de Darius de rassembler de nouvelles forces, mais la cohésion militaire et politique de la Perse s'était rompue. Minée par des querelles internes et une armée moins disciplinée que celle d'Alexandre, la liste des légendes entourant Alexandre à cette période s'allongea également. Sa réputation de chef invincible et charismatique s'affirmait non seulement par ses victoires, mais aussi par son aptitude à inspirer loyauté et respect parmi ses soldats et les peuples conquis. Ces récits firent basculer la perception de l'homme, le dressant parfois en héros mythique, voire semi-divin, image renforcée par son respect apparent pour les coutumes locales après la prise de Babylone. Le développement logistique des campagnes d'Alexandre fut une composante essentielle de ses succès continus. Sa capacité à maintenir les approvisionnements, à gérer les territoires nouvellement conquis et à organiser les retours réguliers de ses troupes vers des bases organisées démontra une compréhension approfondie des contraintes d'une telle expansion. Contrairement à d'autres conquérants avant lui, il sut éviter l'épuisement de ses forces en garantissant un équilibre entre offensive et consolidation. L'impact culturel de cette victoire sur la région fut considérable. En dominant Babylone, Alexandre accéda aux richesses intellectuelles et économiques de la ville, englobant bibliothèques, temples et infrastructures. Ces éléments furent intégrés dans son administration, créant ainsi un amalgame entre les traditions grecques et perses. Cette politique d'intégration culturelle jetait les bases d'un monde hellénistique marqué par la diversité et la diffusion des connaissances. Les conséquences politiques de cette bataille furent profondes. La disparition du pouvoir central perse ouvrit la voie à des luttes intestines, mais aussi à une recomposition territoriale sous la tutelle macédonienne. Alexandre, en disposant d'un pouvoir étendu, pouvait affirmer son autorité sur des zones autrefois antagonistes, créant ainsi un empire aux dimensions jusque-là inconnues. Cette centralisation fut néanmoins fragile, nécessitant la présence constante du chef pour maintenir la cohésion. Sur le plan militaire, l'innovation dont fit preuve Alexandre en orchestrant la bataille de Gaugamel a influencé durablement la manière de concevoir la guerre. L'adaptation constante aux conditions du terrain, l'exploitation de la vitesse et la stratégie du choc précis sont des principes qui suivirent dans l'histoire militaire bien après sa mort. La maîtrise du champ de bataille démontrait ainsi non seulement une supériorité en armes, mais aussi une vision tactique aiguë difficilement égalable à cette époque. L'après-bataille vit rapidement se mettre en place des gouvernements locaux fidèles à Alexandre, souvent dirigés par des anciens officiers macédoniens et des élites locales réconciliées avec la nouvelle autorité. Ce système permit d'assurer une certaine stabilité dans les régions conquises, facilitant la collecte d'impôts et la mobilisation des ressources nécessaires pour poursuivre les campagnes futures.
La légitimité d'Alexandre se renforça aussi par son respect pour les cultes et traditions perses. La cité de Babylone, par son prestige et sa position stratégique au croisement entre l'Orient et l'Occident, devint rapidement un centre névralgique pour l'administration d'Alexandre. Des infrastructures furent rénovées et des projets d'urbanisme initiés, témoignant d'une volonté d'installer durablement le pouvoir macédonien. La coexistence entre populations grecques et perses y donna naissance à un melting pot culturel inédit dans l'histoire ancienne. Par ailleurs, cette période vit apparaître des récits relatant la personnalité d'Alexandre sous un jour plus humain. Si la majorité des sources insistent sur sa bravoure et ses qualités de chef, certains témoignages évoquent des moments de doute, la fatigue des longues marches et la complexité à gérer un empire aux multiples facettes. Ces éléments renforcent l'idée d'un dirigeant capable d'adaptation, conscient des défis auxquels il faisait face tout au long de ses conquêtes. En ce qui concerne la fin de Darius, les récits historiques indiquent qu'après sa fuite, il fut trahi par ses propres partisans et finalement assassiné. Sa mort signala la disparition définitive de la maison achéménide. Cet événement dramatique marqua un nouveau chapitre dans la domination d'Alexandre, qui affronta alors les complications liées au contrôle de vastes territoires et à la gestion des résistances locales encore actives. La maîtrise de la Perse apparut vite comme une clé de voûte pour les ambitions d'Alexandre. Possédant désormais une base solide, il put projeter ses forces vers des régions plus lointaines, notamment l'Inde, où se dessinait un autre défi majeur pour ses armées. Le succès à Gaugamel et la prise de Babylone furent les fondements sur lesquels s'appuya l'épopée conquérante qui allait suivre, ouvrant un nouveau chapitre dans la diffusion des cultures méditerranéennes. Les innovations administratives introduites lors de cette période témoignèrent de la volonté d'Alexandre de consolider son pouvoir non seulement par la force, mais aussi par des réformes durables. La mise en place de satrapies avec des responsables mixtes macédoniens et locaux chercha à assurer une meilleure gouvernance et à minimiser les conflits. Cette méthode permit un contrôle plus efficace des ressources et une meilleure intégration des populations conquises. Il est notable que cette étape de conquête fut aussi marquée par une prudence accrue d'Alexandre dans ses décisions, évitant les exactions gratuites alors qu'il incorporait les élites perses. Ce pragmatisme politique renforça sa position et présagea une approche différente des conquêtes classiques jusqu'alors observées dans l'histoire. Le respect des coutumes locales contribua à une stabilité temporaire, bien que fragile, nécessaire à la poursuite des campagnes militaires. La bataille de Gaugamel, souvent citée comme la plus décisive des affrontements d'Alexandre, démontre l'étendue de sa capacité à allier stratégie, tactique et charisme. Cette victoire permit de briser le dernier rempart de la résistance perse et d'imposer une nouvelle ère politique et militaire dans une région qui fut longtemps théâtre de conflits. À travers cette expérience, on perçoit les fondements de l'expansion qui allait façonner le monde antique des décennies suivantes. Ainsi, le triomphe d'Alexandre sur la Perse constituait un moment fondateur pour l'histoire méditerranéenne et orientale. La transformation de ce vaste territoire sous sa gouvernance annonçait une vision élargie du pouvoir, mêlant conquête, administration et intégration culturelle. Ce processus complexe illustre à la fois la grandeur et les défis liés à la construction d'un empire qui dépasse largement les frontières traditionnelles de la Macédoine. La suite de cette épopée verra Alexandre s'engager vers des territoires encore plus mystérieux, où les conditions géographiques et culturelles offriront de nouveaux obstacles. Le résultat de ces prochaines campagnes dépendra en partie des acquis de la conquête perse, de la solidité de son armée et de la capacité du souverain à maintenir l'équilibre entre force et diplomatie. Cette étape prépare le terrain pour un approfondissement de ses ambitions hors des terres connues jusqu'alors. L'expansion vers l'Inde et les premières confrontations. Après avoir consolidé son empire jusqu'aux confins de la Perse, Alexandre le Grand poursuivit sa marche vers l'Est, déterminé à étendre son influence bien au-delà des terres déjà conquises. Son ambition ne connaissait pas de limites, et le territoire de l'Indus, encore peu exploré par les Grecs, offrait un nouveau défi à cette entreprise d'envergure. C'est dans cette région que son armée rencontra des peuples inconnus aux traditions et cultures singulières.
marquant un tournant dans les campagnes militaires et diplomatiques du jeune roi. L'expédition vers l'Inde permit à Alexandre d'observer une mosaïque de royaumes indépendants, chacun avec ses particularités politiques et militaires. Les premières confrontations eurent lieu contre des chefs locaux organisés en petites principautés, mais dont la résistance surprit l'envahisseur grec par leur ténacité et leur connaissance du terrain. Ces batailles, bien que moins vastes que celles livrées en Perse, exigèrent une adaptation stratégique constante de la part d'Alexandre et de ses généraux. L'une des caractéristiques majeures de cette période fut la capacité d'Alexandre à intégrer dans ses rangs des soldats et officiers issus de ces peuples conquis ou alliés. Cette inclusion favorisait non seulement une meilleure gestion des territoires annexés, mais témoignait aussi d'une volonté d'assimilation plutôt que de simple domination. Les captifs étaient parfois recyclés en troupes auxiliaires, ce qui renforçait la diversité militaire de l'armée macédonienne. Parmi les batailles remarquables, celle remportée contre le roi Porus sur les rives de l'Iphasis reste notable. Porus, dirigeant un royaume situé le long du grand fleuve Indus, se distingua par sa bravoure et ses forces, notamment ses éléphants de guerre qui déjouèrent initialement les tactiques grecques. Ce combat marqua une étape importante, car il força Alexandre à modifier ses schémas de combat traditionnels et à prendre en compte l'importance du terrain et des spécificités locales. Au-delà des affrontements, cette période fut aussi l'occasion pour Alexandre de développer une compréhension approfondie des différentes religions et coutumes des peuples d'Inde. Il montra un intérêt, parfois pragmatique, pour ces cultures en cherchant à concilier ses exigences de conquête avec le respect relatif des traditions locales. Cette approche atténua les tensions et facilita la mise en place d'une administration efficace. La logistique de l'expédition devint un enjeu crucial face aux vastes distances et aux conditions géographiques difficiles. L'armée dut traverser des régions montagneuses, des forêts denses et des plaines inhospitalières, ce qui imposa à Alexandre une attention particulière à l'approvisionnement et à la coordination des troupes. La discipline et la ténacité des soldats furent mises à rude épreuve, mais demeurèrent un facteur clé du succès de la campagne. Parallèlement, les récits de la cour macédonienne rapportaient que les loyaux compagnons de la conquête s'interrogeaient sur la portée de ces avancées. Certains exprimaient des doutes quant à la possibilité de poursuivre indéfiniment une expansion qui semblait sans fin. La fatigue gagnait certains guerriers, tandis qu'Alexandre lui-même paraissait animé d'une énergie inépuisable, guidé par une vision dépassant les simples intérêts territoriaux. L'empreinte laissée par cette progression vers l'Inde se manifesta aussi dans les échanges culturels et l'introduction de pratiques méditerranéennes dans les sociétés locales. Des influences artistiques, architecturales et surtout militaires commencèrent à circuler, préfigurant une époque où les civilisations orientales et occidentales se croiseraient et se mêleraient. Ce phénomène annonçait les débuts d'une histoire nouvelle, née de l'expansion macédonienne. Cependant, malgré le succès militaire et diplomatique, cette dernière phase des conquêtes fut marquée par des incertitudes sur la suite à donner. Le territoire indien dévoilait une diversité qui posait la question d'une gouvernance viable à long terme. Les résistances locales, le contexte géographique et la lassitude perceptible parmi les troupes encouragèrent Alexandre à reconsidérer ses priorités. C'est dans ce contexte que les décisions prises par Alexandre et ses conseillers allaient déterminer l'orientation finale de cette campagne. L'intérêt pour les savoirs locaux, la tentative de mise en place d'un ordre stable et la nécessité d'équilibrer conquête et cohabitation formaient les principaux défis. Cette phase de l'histoire d'Alexandre s'inscrivait donc dans une dynamique complexe, mêlant les ambitions d'un conquérant et les réalités du terrain. L'itinéraire suivi, ponctué de rencontres inattendues et d'échanges parfois difficiles, révéla une facette moins connue d'Alexandre le Grand, celle d'un leader confronté à la complexité du monde au-delà de la Méditerranée. Cette prise de conscience allait façonner ses actions futures, marquant un tournant dans la manière de concevoir l'empire qu'il construisait. Ainsi,
Le récit de cette progression à travers l'Inde et les premières confrontations avec les royaumes locaux ne se limite pas au succès militaire, mais illustre également un cheminement intellectuel et politique. Alexandre devait désormais composer avec une pluralité de forces, intégrer des réalités nouvelles dans sa vision et anticiper les conséquences de ses conquêtes sur le long terme. Ce passage ouvre donc une réflexion sur la nature même de la puissance et de l'autorité. La maîtrise d'un vaste territoire ne peut se réduire à la seule victoire sur le champ de bataille, mais oblige à une gestion fine des différences culturelles et des équilibres régionaux. Alexandre, confronté à ces défis, amorce une transformation dans son rôle de souverain. Le récit continue dans cette dynamique où ambition et réalité se confrontent, laissant entrevoir les décisions cruciales à venir. Les épisodes suivants dévoileront comment ces premiers affrontements indiens influencèrent la suite du parcours d'Alexandre, ainsi que les légendes et mystères liés à sa fin prématurée. La résistance et la retraite forcée. La progression d'Alexandre le Grand à travers l'Asie avait rencontré une opposition de plus en plus déterminée. Dans les terres lointaines de la Perse et plus encore en Inde, les populations locales, fortes de traditions militaires anciennes, opposèrent une résistance qui devint rapidement épuisante. Chaque avance supposait des pertes croissantes et une extension des lignes de ravitaillement qui mettait à l'épreuve la capacité organisationnelle de l'armée macédonienne. Les troupes, dont la composition avait changé au fil des années, montraient des signes visibles de fatigue. Le moral était affecté par l'éloignement de la patrie, par les climats variés et parfois hostiles. Le constant affrontement avec des armées qui ne reculaient pas laissait peu de temps pour le repos et la reconstitution des forces. Alexandre, conscient des limites physiques de ses soldats, devait désormais composer avec cet épuisement généralisé. La résistance indienne, notamment celle de certains royaumes comme celui de Poros, fut exemplaire par sa ténacité. Ces guerriers, aidés par une connaissance précise du terrain, mirent en place des stratégies adaptées aux conditions locales. Les éléphants d'Inde, utilisés comme des armes de guerre impressionnantes, constituèrent une difficulté nouvelle pour les tactiques macédoniennes. Ces affrontements requirent d'Alexandre une capacité d'adaptation rapide et une réflexion stratégique aiguisée pour dépasser ces obstacles inattendus. En plus des enjeux militaires, le contexte politique était également complexe. Alexandre devait gérer l'intégration des peuples conquis, souvent réticents, et apaiser les tensions au sein d'une armée qui avait rassemblé diverses populations autour d'ambitions parfois divergentes. Le souverain macédonien, qui jusqu'alors avait su imposer son autorité avec fermeté, cherchait à maintenir une cohésion indispensable pour poursuivre ses campagnes. Face à ces défis, la décision d'entamer une retraite, ou du moins un retrait partiel, fut lourde de conséquences. Ce choix indiquait un tournant dans la dynamique de la conquête. Un moment où la maîtrise du terrain, la gestion des effectifs et l'évaluation des objectifs devaient être repensées. La nécessité de préserver l'armée pour de futures actions primait désormais sur l'expansion immédiate. Les raisons de ce recul ne furent pas uniquement militaires. L'environnement naturel, les maladies contractées dans des climats inconnus, ainsi que les difficultés logistiques firent de cette étape une épreuve éprouvante. Alexandre, dont la réputation de conquérant semblait inébranlable, démontra ici une prise de conscience stratégique qui fut déterminante pour la suite des événements. Les récits concernant cette période mettent en avant la prudence dont fit preuve le monarque, mais aussi la persévérance avec laquelle il aborda cette phase critique. Il ne s'agissait pas d'un abandon, mais d'un repositionnement nécessaire, considéré comme une manœuvre politique et militaire habile. Cette réévaluation des priorités reflétait la complexité croissante des territoires désormais sous son contrôle. Une autre dimension de cette retraite forcée fut la redéfinition des relations avec les populations locales. Alexandre, conscient de la fragilité du cadre conquis, promut souvent des alliances et une certaine forme d'acculturation pour stabiliser les territoires traversés. Cette politique visait à limiter les révoltes et à inscrire sa présence dans un horizon plus durable que la simple occupation erratique.
Par ailleurs, cette étape marqua une évolution dans la personnalité du leader. Le jeune conquérant, qui avait jusque-là semblé animé par une soif insatiable de conquête, montra une maturité nouvelle. Il fallut désormais manier avec soin le mélange subtil entre autorité et diplomatie, quitte à modérer l'élan de son armée pour garantir la stabilité à long terme. Les historiens soulignent que ce ralentissement dans la progression territoriale n'a pas signifié l'affaiblissement du projet d'Alexandre, mais plutôt une transition vers une autre forme de contrôle. L'expression du pouvoir changea de nature, s'orientant vers la consolidation des acquis plutôt que la simple expansion. Cette nuance resta cependant fragile et souvent contestée par des factions internes ou des résistances externes. Sur le plan militaire, les batailles continuèrent, même si leur nature évolua. Les combats se déroulaient désormais dans un contexte où la logistique et la psychologie des troupes prenaient une place prépondérante. La fatigue accumulée obligeait Alexandre à renouveler ses stratégies et à privilégier des actions précises, plutôt que des campagnes d'envergure systématique. Cette adaptation permit cependant de préserver la force de frappe de ses armées. Les archives relatent également des épisodes où Alexandre dut faire face à des mutineries ou à des contestations internes. Ces manifestations étaient souvent liées à l'usure physique et morale des soldats, ainsi qu'aux doutes grandissants quant à la viabilité des campagnes lointaines. Le souverain réagit alors avec fermeté, conjuguée à une certaine souplesse dans la gestion des ambitions individuelles de ses officiers. La symbolique de cette période repose sur la compréhension du cycle naturel des conquêtes aussi vastes soient-elles. Toute expansion a ses limites, et les conquérants doivent parfois accepter de se replier pour mieux avancer. L'histoire d'Alexandre durant ces années illustre ce principe, montrant que la force brute n'est pas toujours la réponse absolue aux obstacles. Enfin, le passage de la résistance à la retraite montre l'importance des facteurs humains dans la réussite ou l'échec d'une entreprise militaire. Le corps des soldats, leur motivation, leur endurance sont au cœur des campagnes et conditionnent le destin des empires. Alexandre, malgré son génie, ne put ignorer ces contraintes, ce qui contribua à définir la trajectoire unique de son règne. Cette phase du périple vers l'Est se conclut par un repositionnement stratégique sur les rives de l'Indus. Là, les opportunités de consolidation et de contrôle prirent le pas sur les ambitions de nouvelles conquêtes. Le commandement d'Alexandre devait désormais composer avec un empire immense, aux frontières mouvantes et aux conflits multiples, préparant ainsi le terrain pour les épisodes suivants de son règne. La mystique du souverain et les légendes sur sa personne. Au cours de l'histoire, il est rare qu'un homme parvienne à laisser une empreinte aussi profonde et durable que celle d'Alexandre le Grand. De son vivant, il incarna plus qu'un simple roi ou général. Il devint une figure presque divine, enveloppée d'une aura qui dépassait la simple réalité historique. Son charisme exceptionnel permit de rassembler sous une même bannière des peuples de diverses cultures, tout en instillant dans le cœur de ses soldats une loyauté indéfectible. Alexandre devint ainsi un souverain dont la personnalité magnétique fascinait autant qu'elle inspirait la crainte. Le récit de sa vie commence avec une éducation soigneusement orchestrée par son père Philippe II de Macédoine, qui plaça l'avenir du jeune prince sous la tutelle du philosophe Aristote. Cette formation lui conféra une pensée stratégiquement affinée, ainsi qu'une connaissance approfondie de la culture grecque classique. Dès son plus jeune âge, Alexandre démontra une aptitude particulière pour le commandement et l'audace, des qualités qui allaient bientôt se révéler décisives dans sa conquête du vaste empire perse. L'image d'un roi tout-puissant se construisit progressivement à partir des exploits militaires spectaculaires d'Alexandre. Par-delà les simples batailles, il réussit à tisser une véritable légende en unissant les territoires conquis avec une politique mêlant respect des traditions locales et diffusion d'une culture hellénistique. Cette approche innovante amplifia son influence et forgea une réputation presque mythique. On raconte que certains territoires craignaient plus sa présence que la défaite elle-même,
tant son nom évoquait l'inévitabilité de la victoire. Les récits autour de sa personnalité comportent aussi leur part d'ombre et de mystère, en particulier concernant sa mort. La fin prématurée d'Alexandre, à l'âge de 33 ans, donne naissance à de nombreuses hypothèses. Certains parlent d'empoisonnement, d'autres d'une fièvre mal soignée ou d'une maladie inconnue. Cette incertitude nourrit les légendes et accentue l'image d'un héros inachevé, dont le destin hors du commun échappa à une conclusion simple ou définitive. Sa disparition soudaine marqua le début d'une époque d'instabilité, mais amplifia également sa stature d'être quasi mythologique. De nombreuses traditions anciennes soulignent la dimension quasi divine dont Alexandre fut investi, parfois de son vivant. Certains récits antiques le présentent comme le fils de Zeus, une affirmation qui confortait son autorité aux yeux de ses contemporains. Cette construction identitaire singulière permit au conquérant d'imposer son pouvoir avec efficacité, notamment dans les territoires où le pouvoir royal s'exerçait de manière sacrée et sacramentelle. Dans cette dynamique, le roi devint le médiateur entre les dieux et les hommes, une position qui renforçait son emprise politique. Son charisme n'était pas uniquement lié à une prétendue filiation divine, mais aussi à son aptitude à inspirer ses troupes et à s'identifier au peuple qu'il dominait. Alexandre partageait les fatigues de ses soldats, participait au combat et démontrait un courage qui galvanisait ses hommes. Cette qualité humaine fit de lui un leader incontesté, capable de surmonter des obstacles souvent insurmontables pour ses adversaires. La fidélité qu'il suscita ne se limitait donc pas à la peur ou au pouvoir, mais reposait aussi sur un engagement sincère. Les récits de ses campagnes en Perse et en Inde entretiennent une fascination durable. Chaque nouvelle victoire alimentait la gloire du roi, mais aussi un imaginaire collectif où Alexandre prenait une dimension presque surhumaine. Son exploitation habile des mythes et des symboles, ainsi que son sens aigu de la diplomatie, renforçait sa légende. Par exemple, son incursion dans les territoires situés au-delà de l'Indus ouvrit de nouvelles voies d'échanges culturels et économiques, où il fut perçu comme un conquérant messianique. La capacité d'Alexandre à fusionner les cultures grecques et orientales s'inscrit dans une démarche vaste, où l'histoire et la légende s'entrelacent. Il fut l'artisan d'une époque d'échanges sans précédent, favorisant la diffusion de la langue grecque et des savoirs, tout en respectant certaines pratiques locales. Cette politique multiculturaliste permit une certaine stabilité dans les régions conquises, même si elle ne fut pas exempte de tensions et de révoltes. La figure d'Alexandre incarne ainsi une forme de cosmopolitisme avant l'heure. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent encore la dimension mythologique de sa personne. Les historiens et écrivains des siècles suivants mêlèrent faits et légendes pour façonner une image héroïque et universelle. Ce mélange de réalisme et de mythe permit à sa figure de transcender le temps, inspirant verbeusement les dirigeants et les artistes. Jusqu'à nos jours, son nom reste synonyme d'ambition, de conquête et de mystère, illustrant la complexité d'un personnage qui fut plus qu'un simple roi. En conséquence, l'étude de la personnalité d'Alexandre ne saurait se limiter à une chronologie ou à une compilation de faits. Il s'agit d'explorer la manière dont l'homme a su façonner son propre mythe en conjuguant force militaire, intelligence politique et pouvoir symbolique. La fascination qu'il exerce encore tient à cette capacité à dépasser son statut pour apparaître comme un modèle intemporel, un souverain dont l'ombre continue de planer sur l'histoire. Son charisme dépasse donc le cadre d'une simple épopée guerrière. Enfin, le regard que nous portons aujourd'hui sur Alexandre intègre cette complexité et invite à la réflexion sur la nature même du pouvoir et de la légende. Entre faits avérés et récits embellis, la figure du conquérant illustre les mécanismes par lesquels s'élaborent les mémoires collectives. Elle interroge aussi le rôle du héros dans l'histoire, entre humanité fragile et grandeur imposante, entre vérité et interprétation. Tout doucement, ce voyage à travers sa vie et ses exploits prépare la suite de notre exploration historique, où d'autres pages s'ouvriront sur un héritage à la fois tangible et mystérieux.
la mystérieuse mort d'Alexandre. La mort prématurée d'Alexandre le Grand demeure l'un des événements les plus énigmatiques de l'Antiquité, suscitant depuis des siècles une multitude de spéculations parmi historiens et spécialistes. Né en Macédoine au IVe siècle avant notre ère, Alexandre avait conquis un empire s'étendant de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde en un temps record. Cependant, son décès, survenu soudainement alors qu'il n'avait que 32 ans, laisse planer un voile de mystère sur les circonstances exactes qui l'ont conduit à la mort. Les sources anciennes fournissent plusieurs récits divergents à propos des derniers jours d'Alexandre. Selon certains, il aurait souffert d'une fièvre violente, pouvant être liée à la fièvre typhoïde ou au paludisme, maladie courante dans les régions qu'il avait traversées. D'autres évoquent une possible intoxication par des poisons, une hypothèse alimentée par la peur et les rivalités politiques au sein de son entourage. Toutefois, aucune preuve concrète ne vient conforter véritablement cette dernière hypothèse, ce qui rend l'analyse plus délicate. Il convient également de considérer le contexte de l'époque, notamment les conditions physiques extrêmement éprouvantes supportées par Alexandre lors de ses campagnes successives. Son corps, soumis à de longues marches, des batailles sanglantes et des climats variés, avait probablement été mis à rude épreuve. Son système immunitaire affaibli, conjugué à la fatigue accumulée, aurait pu le rendre vulnérable à de graves infections. Cette perspective médicale est souvent privilégiée par les chercheurs contemporains, qui s'appuient sur les textes anciens et les données épidémiologiques. L'importance stratégique d'Alexandre est également notable dans cette analyse. Sa disparition soudaine a plongé son vaste empire dans une incertitude politique majeure. Ne laissant aucun héritier clairement désigné, l'empire fut rapidement divisé entre ses généraux, connus sous le nom de diadoques. Ce morcellement a donné lieu à une série de conflits internes, modifiant profondément la carte politique de la région. Ainsi, la mort d'Alexandre ne signifie pas seulement la fin d'une vie, mais bien un tournant crucial pour l'histoire méditerranéenne et asiatique. Par ailleurs, les récits mythologiques et les légendes ont largement contribué à entretenir le mystère entourant sa fin. Certains textes antiques suggèrent qu'Alexandre aurait pu être victime d'une malédiction ou d'une destinée tragique, renforçant son image de héros énigmatique. Ces interprétations, bien que non historiques, témoignent de la fascination qu'exerce cette figure sur les civilisations successives. Elles participent à la construction d'un mythe qui dépasse la simple constatation historique. Dans la perspective des conséquences immédiates, la mort d'Alexandre marqua aussi le début de la diffusion de la culture hellénistique. Malgré l'éclatement de son empire, les idées, les arts et les connaissances grecques continuèrent de s'étendre, en particulier en Égypte, en Mésopotamie et dans le sous-continent indien. Cette période a favorisé un échange culturel sans précédent qui influença durablement les sociétés de la région, attestant d'un héritage complexe et pluriel. Il est également intéressant de noter que plusieurs aspects de sa mort restent sujets à des interprétations variées en raison de l'absence de documents médicaux détaillés. Les historiens doivent composer avec des récits postérieurs, souvent écrits plusieurs décennies après les faits. Cette distance temporelle complique l'évaluation objective des informations disponibles. La prudence est donc de mise lors de l'examen des hypothèses et des témoignages transmis, ce qui explique en partie pourquoi le mystère persiste. La rivalité constante au sein de l'entourage d'Alexandre, notamment avec ses généraux, devient un autre élément clé. Certaines hypothèses modernes considèrent que des luttes de pouvoir auraient pu jouer un rôle dans sa fin tragique. Des intrigues politiques internes auraient pu accélérer la survenue d'une crise fatale. Néanmoins, l'absence de preuves solides rend ces théories difficilement vérifiables et elles demeurent au rang de spéculation parmi la communauté scientifique. Enfin, la juxtaposition de la grandeur de ses conquêtes et la fragilité apparente de son existence humaine accentue la dimension tragique de son décès. Ce contrasté portrait d'un conquérant invincible, dont la vie fut écourtée par des circonstances encore débattues, nourrit un sentiment d'interrogation profonde. Le récit historique
reste ainsi marqué par cette tension entre la puissance de l'homme et la vulnérabilité de son corps. Pénétrer le mystère de la mort d'Alexandre ne signifie pas simplement éclaircir une date ou une cause, mais comprendre l'impact qu'a eu cet événement sur le destin de millions de personnes dans un espace géographique immense. L'effondrement relatif de son empire permit l'émergence de nouvelles dynasties et la réinvention de territoires aux multiples héritages. Cette dynamique historique complexe demeure un objet d'étude essentiel pour saisir l'évolution du monde ancien. Nous pouvons donc envisager la mort d'Alexandre comme une transition, à la fois la fin d'une époque d'expansion rapide et le commencement d'une phase de transformation profonde. L'héritage culturel, politique et militaire qu'il laissa s'étendit bien au-delà de sa propre vie. Mais il fut aussi marqué par les incertitudes et les violences de la succession. À ce titre, sa disparition reste un point de référence incontournable dans l'étude de l'Antiquité. Cette exploration des circonstances de la mort d'Alexandre invite à réfléchir sur la fragilité des empires fondés sur une seule personnalité. Lorsque cette figure centrale s'efface, les structures politiques peuvent vaciller rapidement, révélant ainsi les limites d'une organisation centrée sur un chef charismatique et conquérant. Ce phénomène se retrouve à plusieurs reprises dans l'histoire, confirmant l'importance cruciale des mécanismes de succession et de gouvernance. Le rappel des hypothèses diverses, entre causes naturelles et intrigues humaines, souligne également la complexité des sources historiques antiques où mythes et réalités s'entremêlent souvent. La tâche de l'historien consiste alors à distiller ces récits pour approcher une vérité la plus probable possible, tout en reconnaissant les limites inhérentes à cette démarche. Cette exigence méthodologique est une dimension essentielle à considérer face aux fragments du passé. La mort d'Alexandre s'inscrit aussi dans un contexte plus large de pratiques médicales et de croyances antiques. Les soignants de l'époque disposaient de connaissances limitées face aux maladies infectieuses et à leurs conséquences. De nombreux remèdes proposés étaient souvent inefficaces, voire dangereux, ce qui contribuait fréquemment à l'aggravation des pathologies. Cette réalité historique éclaire d'un jour nouveau les conditions dans lesquelles Alexandre a pu succomber, dans un monde où la médecine ne maîtrisait pas encore bien les infections graves. De surcroît, la narration antique sur ce sujet a parfois été influencée par des motivations politiques ou idéologiques. Par exemple, certains rapports cherchaient à dépeindre Alexandre sous un angle mythique, voire divin, afin de légitimer ses conquêtes ou de renforcer son image posthume. Cela créait des équilibres subtils entre faits historiques et représentations symboliques qui rendent la lecture de ces récits plus complexe. Cette superposition d'éléments participe à la richesse du dossier historique. En définitive, ce vaste champ d'études autour du décès d'Alexandre et ses suites immédiates offre un aperçu précieux de l'interaction entre destin personnel et échelle collective. La disparition d'un homme d'exception a chamboulé l'ordre du monde qu'il venait de façonner par la force. Cette situation rappelle la manière dont une unique vie peut influencer profondément la trajectoire historique, tout en étant insaisissable par les certitudes de notre connaissance. L'analyse des conséquences politiques révèle aussi la décomposition rapide de l'Empire en plusieurs royaumes indépendants. Chaque général chercha à étendre son propre pouvoir, engendrant une période d'instabilité et de conflits prolongés. La fragmentation politique traduisait moins une faiblesse initiale qu'une volonté de chacun de préserver ses acquis dans un contexte tendu, accélérant ainsi la fin de l'unité administrée par Alexandre. Le poids des légendes autour de la mort d'Alexandre contribue à maintenir une aura de fascination persistante. Son image héroïque, parfois idéalisée, nourrit encore aujourd'hui de nombreux récits populaires, œuvres artistiques ou travaux universitaires. Cette perpétuation du mythe témoigne d'un héritage culturel vivant qui dépasse les frontières de la simple historiographie. L'influence d'Alexandre se mesure autant dans les histoires racontées que dans les faits qu'il accomplit. Par ailleurs, cette mort reste un cas d'étude intéressant en ce qui concerne la mémoire collective et la construction identitaire des sociétés qui lui succédèrent. Selon les attentes, intérêts et traditions de chaque époque,
Le jugement porté sur sa personne et sur ses actes a varié, reflétant les valeurs en vigueur. La réflexion historique moderne doit donc prendre en compte cette pluralité de perspectives pour éclairer l'homme derrière la légende. Les recherches archéologiques et épigraphiques contemporaines continuent d'apporter des éléments nouveaux qui, peu à peu, affinent notre compréhension. Néanmoins, l'absence de sources directes liées à la phase finale de la vie d'Alexandre laisse toujours une part de mystère. Ce patrimoine documentaire fragile souligne l'importance de la collaboration entre disciplines et l'évolution constante des méthodes d'investigation historique. Ainsi, la mort d'Alexandre le Grand constitue à la fois un point final et un début. Un événement qui clôt une ère d'expansion extraordinaire pour ouvrir celle des héritages et des transitions. L'étude approfondie de ces circonstances nourrit notre connaissance du passé, tout en inspirant une réflexion sur les dynamiques du pouvoir et les limites des conquêtes personnelles. Cette complexité fait de ce moment une étape incontournable pour comprendre l'Antiquité tardive. Le legs d'Alexandre se manifeste donc dans l'histoire des empires, mais aussi dans celle de la civilisation occidentale, dont les fondements furent remodelés à travers les échanges qu'il initia entre l'Orient et l'Occident. Sa disparition ne fut pas un effacement, mais au contraire le commencement d'une transformation durable. C'est ainsi que cette histoire nous conduit naturellement à poursuivre l'analyse des répercussions de son décès à travers les règnes de ses successeurs et l'évolution des territoires issus de son empire. L'héritage d'Alexandre et son impact durable. Au cours de l'histoire antique, peu de figures ont exercé une influence aussi profonde et durable qu'Alexandre, souvent appelé le Grand. Né à Pella, capitale du royaume de Macédoine, il a hérité d'un royaume puissant à un moment crucial de l'histoire. Son père, Philippe II, avait réussi à unifier la plupart des cités grecques sous la bannière macédonienne, jetant ainsi les bases de la future expansion d'Alexandre. Dès sa jeunesse, Alexandre fut éduqué par des maîtres renommés, notamment Aristote, qui lui enseigna la philosophie, la science et la politique, façonnant ainsi son esprit et son ambition. La mort prématurée de Philippe II laissa le trône à un jeune homme de 20 ans, décidé à poursuivre l'œuvre commencée par son père. Rapidement, Alexandre prit le commandement des armées macédoniennes pour affirmer son autorité sur la Grèce et réprimer toute révolte. Sa détermination et son sens stratégique firent de lui un chef respecté par ses soldats. Mais son ambition ne se limitait pas à la Grèce. Il visait plus loin, vers l'immense et puissant empire perse qui dominait alors une grande partie du monde connu. Le début de son invasion en Asie commença avec la traversée de l'Hellespont, marquant le départ d'une campagne qui allait durer plus de 10 ans. Alexandre se montra un stratège exceptionnel en remportant des batailles décisives telles que celle d'Issos et de Gaugamel. Chaque victoire lui ouvrait de nouveaux territoires et consolidait son autorité. Son armée, composée de soldats aguerris et fidèles, le suivait avec une loyauté remarquable malgré les nombreux dangers. L'impact de cette conquête ne se limita pas aux seuls aspects militaires. Alexandre instaurait également un programme de fusion culturelle, encourageant les mariages mixtes entre Grecs et Perses et promouvant la diffusion de la culture hellénistique. Ce mouvement permit un échange inédit entre différentes traditions, langues et philosophies qui influencera profondément les civilisations suivantes. Les villes qu'il fonda, notamment Alexandrie en Égypte, devinrent des centres majeurs de savoir et de commerce, symbole vivant de cet héritage. Cependant, l'ampleur des conquêtes d'Alexandre ne cessa pas avec la Perse. Il poursuivit son avancée jusqu'aux frontières de l'Inde, affrontant des royaumes et des peuples inconnus pour les Grecs. Cette phase de sa vie fut marquée par une série de défis logistiques et militaires, notamment lors de la bataille de l'Hydaspe, qui mit à l'épreuve son génie stratégique. Malgré la résistance farouche, ses forces triomphèrent et son règne s'étendit à ces terres lointaines, bien que son armée commence alors à exprimer la volonté de rentrer chez elle. Le retour vers la Macédoine ne se fit pas sans difficulté, mais la détermination d'Alexandre resta intacte jusqu'à son décès soudain à Babylone, à l'âge de 32 ans.
Sa mort suscita de nombreuses spéculations et mythes, certains évoquant un empoisonnement, d'autres une maladie inconnue, tandis que la réalité reste enveloppée de mystères. Ce dénouement brutal n'altéra toutefois pas la légende qui allait grandir autour de sa personne. L'influence d'Alexandre sur l'histoire antique est immense. Par ses conquêtes, il contribua à l'émergence d'une ère hellénistique, caractérisée par la diffusion de la langue et de la culture grecque à travers un vaste territoire allant de la Méditerranée à l'Indus. Cette période permit l'incroyable échange entre Orient et Occident, stimulant les développements dans les domaines de la philosophie, des sciences, des arts et de l'urbanisme. Le monde antique en fut profondément transformé, préparant le terrain pour les civilisations futures. Les récits qui accompagnèrent sa vie évoquent non seulement sa bravoure, mais aussi sa personnalité complexe et charismatique. Alexandre fut reconnu pour sa capacité à inspirer ses troupes, son intelligence stratégique et son ambition démesurée. Les textes anciens soulignent aussi son rôle dans la construction d'un empire où la diversité culturelle cohabitait sous une même autorité. Ces éléments ont nourri un mythe durable qui continue de fasciner historiens, écrivains et artistes à travers les siècles. Au-delà de son époque, la figure d'Alexandre évoque des questions sur le pouvoir, le leadership et l'ambition. Son histoire, à la fois celle d'un conquérant et d'un bâtisseur, reste un objet d'étude et de réflexion. La façon dont il réussit à mobiliser des forces variées pour créer un empire gigantesque intrigue et inspire toujours. Par ailleurs, les débats sur son héritage culturel soulignent la complexité des interactions entre peuples et civilisations. Son influence s'étend également sur les plans artistiques et littéraires. Nombreux auteurs antiques et modernes ont reproduit son image et ses exploits, faisant d'Alexandre un personnage emblématique dans le récit de l'histoire universelle. Ses conquêtes sont souvent perçues comme le point de départ de l'interconnexion des cultures méditerranéennes et asiatiques, donnant naissance à une nouvelle vision du monde globalisé. Cette appropriation culturelle a permis une diffusion durable de ses idées. Dans le milieu académique, les recherches continuent d'approfondir la compréhension de son règne en analysant les sources historiques et archéologiques. La complexité de sa personnalité et de son action politique pousse à considérer plusieurs perspectives, du chef militaire impitoyable à l'instigateur de la rencontre des cultures. Ces études enrichissent la perception d'Alexandre en démontrant que son succès et son influence reposaient sur des qualités multiples. La manière dont son histoire est racontée influence aussi la manière dont les civilisations récentes interprètent le passé. L'image d'Alexandre comme un conquérant universel et unificateur s'est intégrée dans diverses traditions culturelles, s'adaptant aux besoins symboliques de différentes époques. Cette adaptation confirme la vitalité de son héritage qui dépasse largement le cadre strictement historique, atteignant une dimension presque mythologique. Ainsi, le legs d'Alexandre le Grand ne se limite pas aux frontières qu'il a conquises. Il incarne une période charnière où la mobilité, le commerce et l'échange culturel prirent une ampleur nouvelle. Cette dynamique a profondément influencé les règles de la diplomatie, de la guerre et de la gouvernance. L'importance de ces changements se manifeste dans les structures politiques et sociales qui ont suivi, témoignant de la continuité entre l'Antiquité et les sociétés modernes. En somme, la figure d'Alexandre reflète un moment unique de l'histoire mondiale, où un seul individu fut capable de transformer des territoires vastes et divers en un espace intégré par la langue, la culture et la politique. Cette homogénéisation partielle du monde antique, bien que temporaire, a laissé des traces perceptibles jusque dans les traditions contemporaines. Les vestiges de cette époque continuent d'alimenter la curiosité et de stimuler l'étude historique. Le récit de sa vie, de ses ambitions à ses réalisations, expose également les limites du pouvoir humain. La mort prématurée d'Alexandre mit fin à une odyssée fascinante, soulignant l'impermanence de la grandeur. Pourtant, son œuvre se prolongea au travers de ses successeurs et des royaumes hellénistiques qui perpétuèrent la diffusion de la culture qu'il avait promue.
Cette succession complexe est source d'études pour comprendre les mécanismes de l'héritage politique. Chaque découverte archéologique enrichit notre connaissance de cette époque et de la portée de son règne. Les fouilles dans les anciens territoires macédoniens, perses ou indiens révèlent des traces de la présence d'Alexandre, témoignage matériel de son influence. Ces éléments participent à construire une image plus nuancée de sa personne et de son époque, dépassant parfois les représentations légendaires. Dans la littérature comme dans l'art, Alexandre continue d'être une source d'inspiration. Son image a été réinterprétée à travers diverses périodes historiques, ajustant sa figure aux préoccupations et aux valeurs de chaque époque. Cette capacité d'adaptation contribue à maintenir son histoire vivante et à en faire un sujet intemporel. L'impact culturel qui en résulte est ainsi bien plus qu'une simple mémoire historique. Enfin, son héritage interroge sur la nature même de la conquête et de l'échange. Il montre que la domination militaire peut se combiner avec une politique culturelle ambitieuse, générant des interactions complexes entre peuples et traditions. Ce modèle antique offre un point de comparaison pour étudier d'autres empires et dynasties, mettant en lumière la diversité des chemins par lesquels se construit l'histoire humaine. En poursuivant l'exploration de ce passé, il est possible d'approfondir la compréhension des dynamiques qui ont façonné le monde actuel. Alexandre, par ses actes et leurs conséquences, représente une clé précieuse pour saisir les enjeux de la mondialisation culturelle et politique. Sa vie invite à une réflexion continue sur le rôle des figures historiques dans la formation de notre héritage commun. Ainsi se clôt ce panorama sur l'héritage d'Alexandre, restant essentiel pour appréhender la complexe trame des civilisations anciennes. La prochaine étape nous conduira à considérer les controverses et les légendes qui ont entouré sa mémoire, ainsi que leur impact sur la perception moderne de ce personnage hors du commun.